Bonsoir tout le monde. Je vais juste faire une petite présentation rapide du SIVA. Déjà, merci à tous et à toutes d'être là et merci à l'accompagnateur de nous proposer de faire cette conférence. Euh, le SIVA, on est un organisme montréalais et on offre des services aux personnes en situation de handicap physique. Le service qui nous intéresse ce soir, c'est le service de sexologie. On a développé un petit guide que vous voyez ici à mon écran. Je pourrais vous envoyer les liens pour la version numérique et on vient de sortir une version audio. Et dans le cadre de ce guide, on propose des conférences donc, à destination des proches aidants et des professionnels de la santé. Et je vous laisse entre les mains de Gwendoline qui va vous faire la présentation. Merci beaucoup Maud et Chloé. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Ce que je vais vous proposer en fait, c'est je vais juste fonctionner avec la petite présentation que vous voyez à l'écran normalement. Sans plus tarder, on va démarrer. Je vais commencer par me présenter. En fait, je m'appelle Gwendoline Lutti. Je suis sexologue je suis experte auprès des personnes en situation de handicap. J'ai collaboré avec le SIVA pour développer le guide, en fait, dans la relecture de ce guide. Et puis, je donne des conférences et des ateliers d'éducation à la sexualité à destination des personnes en situation de handicap, de leurs proches, des professionnels. Et je fais aussi de la relation d'aide en clinique. Donc c'est ça. Et j'ai aussi un autre emploi qui est coordinatrice politique pour la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Donc là, c'est gestion du dossier politique des personnes en situation de handicap, donc défense de droits en santé sexuelle et reproductive. Donc, plan de la rencontre aujourd'hui. Donc, on va parler de sexualité, mais d'éducation aussi à la sexualité, parce que c'est sûr que quand on a un proche en situation de handicap, quand on a quelqu'un dans notre entourage qui vit avec un handicap, c'est quand même, il y a des notions clés qui vont permettre de vous exprimer beaucoup plus facilement, mais aussi d'avoir des bases sur lesquelles partir. Le consentement, le plaisir, parce que l'un va avec l'autre. J'ai toujours à cœur de parler de plaisir quand je parle de sexualité, parce que c'est la raison principale pourquoi des personnes peuvent s'engager dans une sexualité, que ça soit seul ou avec un ou des partenaires. Quelques trucs et astuces pour aider à accompagner son proche. On va aussi parler du dating, des rencontres amoureuses et des fraudes et des arnaques en ligne, parce que c'est souvent un sujet qui revient dans les discussions que j'ai avec les personnes proches de personnes en situation de handicap. Et puis, une conclusion. Au fil de la présentation, je vais donner aussi quelques outils, oui, guides ou des choses comme ça. Et puis à la fin de la présentation, on va pouvoir avoir le temps de poser quelques questions. Sans plus tarder, on commence par identifier qu'est-ce que c'est la sexualité. Parce qu'on peut penser que la sexualité, c'est seulement l'acte sexuel, l'acte de la pénétration, l'acte d'être intime avec une personne, mais en fait, ça regroupe beaucoup plus que ça. Dans le fond, en fait, la sexualité, elle est vécue, elle est exprimée dans des pensées, dans des fantasmes, dans des désirs, des croyances, même aussi des valeurs, des comportements. Elle est influencée par beaucoup de facteurs aussi. Elle est influencée évidemment par les facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, politiques, culturels, etc., etc., etc. Puis dans la sexualité, quand on parle de sexualité en général, on retrouve ces cinq euh, principaux sujets, disons. Les identités et les rôles de genre qui sont est-ce que je m'identifie comme une femme, comme un homme, peut-être ni comme l'un ni comme l'autre, comme une personne non-binaire, donc qui je suis, l'orientation sexuelle qui est par qui je suis attirée sexuellement, le plaisir évidemment qui est un aspect central de la sexualité puisque comme j'ai dit tantôt, ça constitue un but à atteindre lorsqu'on a une relation sexuelle avec quelqu'un ou tout seul. C'est le plaisir.
L'intimité, évidemment, c'est le fait que ce qu'on vit dans notre sexualité, ça nous appartient à nous, à notre partenaire, mais c'est pas forcément à partager avec notre entourage au détour d'une conversation. La reproduction, évidemment, quand on parle d'avoir un enfant, de créer une famille. La santé sexuelle, c'est aussi une thématique que je trouve important à aborder parce que l'Organisme mondial de la santé euh, dit bah, c'est un état physique, émotionnel, mental et social de bien-être dans une relation. Mais ça n'implique pas de maladie, ça n'implique pas de dysfonction, de handicap, en fait. La santé sexuelle, ça nécessite une approche positive, respectueuse de la sexualité et la possibilité d'éprouver du plaisir dans un contexte sécuritaire sans obligation, sans discrimination ou sans violence. Puis pour que cette santé sexuelle elle soit maintenue, puis que les droits soient protégés, en fait, euh, ça implique de respecter le consentement. On va en parler tantôt du consentement. Je donnerai exactement ce qu'il faut faire attention dans le consentement. Mais c'est ça. Ce que je veux souligner là-dedans, c'est que le fait d'avoir un handicap, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une sexualité épanouie. Puis, l'éducation à la sexualité, le dernier, je dirais, gros thème à aborder, ben, ça prend en compte plusieurs dimensions, hein. On parle de la connaissance du corps, de l'image corporelle, des stéréotypes sexuels, des sentiments amoureux. Puis, une éducation à la sexualité, en fait, ça peut vraiment contribuer au développement d'une certaine autonomie chez les personnes qui ont des handicaps parce que ça leur permet en fait vraiment de devenir des acteurs capables de s'approprier leur sexualité et de l'assumer d'une façon responsable. Moi, je dis souvent que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, plus on donne du savoir, des connaissances à quelqu'un, plus cette personne va avoir du pouvoir sur sa propre vie, sur ses propres décisions. Puis l'importance d'accompagner en fait vers cette autonomie, ben ça va être aussi, et non pas de lui imposer les peurs par la répression, ça va être aussi en donnant un maximum d'informations à la personne en matière d'éducation à la sexualité. Puis c'est ça qui va faire que la personne va pouvoir développer son esprit critique et ses propres outils pour prendre des décisions éclairées pour sa santé sexuelle. Comme j'en ai parlé tantôt, dans la sexualité, on prend en considération le genre, l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Puis je sais que ça, c'est comme des sujets qui sont assez à la mode, on en parle beaucoup dans les médias, mais je tiens toujours à souligner exactement qu'est-ce que c'est pour bien le comprendre. Puis j'utilise la licorne du genre que vous retrouvez aussi dans le guide du SIVA parce que c'est vraiment un outil que je trouve extrêmement clair. Donc, on voit ici, en fait, qu'il y a il y a 4 items principaux. Quand on parle d'identité de genre, c'est une chose, et quand on parle d'attirance sexuelle ou émotionnelle, c'est une autre chose. L'identité de genre, ça va être, est-ce que je me sens plutôt sur le spectre féminin, est-ce que je me sens plutôt sur le spectre masculin ou sur autre genre? Euh, ça peut, en fait, ce qui fait débat hein, en ce moment, ce qu'on parle beaucoup, les personnes trans sont des personnes qui ne se sentent pas bien dans le sexe qui a été assigné à leur naissance. Donc, ça veut dire que si une personne assignée femme à la naissance se trouve beaucoup plus épanouie dans l'expression homme, on va parler d'un homme trans. Pour ce qui est de l'attirance, on fait aussi une différence hein, entre l'attirance sexuelle, vraiment le côté sexualité, et l'attirance sentimentale et émotionnelle. Souvent, on va souvent parler de ces deux choses ensemble, comme une femme lesbienne, un homme gay. On va partir du principe que comme la personne, elle a une attirance sexuelle et une émotionnelle pour le même genre, par exemple. Une personne bisexuelle qui va avoir une attirance pour tous les genres. Ou asexuelle va avoir aucune attirance. Mais il y a aussi des possibilités, par exemple, justement, pour
personne asexuelle qui va avoir aucune attirance sexuelle, mais qui va avoir une attirance émotionnelle ou romantique. Donc, qui va avoir plus envie de créer des liens intimes avec la personne, avec un ou une partenaire. Puis, c'est vraiment important toujours pour moi de souligner que toutes les orientations sexuelles, romantiques, toutes les identités de genre sont dans la nature. Il n'y a pas vraiment de case, puis c'est ça qui est comme, qui peut paraître parfois, des fois, beaucoup à peut-être compliqué, mais en fait, c'est juste de demander, l'important c'est toujours de demander à la personne comment elle se sent. Est-ce qu'elle, avec quoi est-ce qu'elle est confortable, qu'on l'identifie, avec quel pronom on peut utiliser. C'est vraiment une marque de respect et c'est aussi ce qui va permettre en fait à la personne en face de vous de se sentir beaucoup plus à l'aise et en sécurité pour ne pas vivre des micro-agressions. Donc, comme vous voyez, en fait, sur l'image qu'on voit ici, hein, on a d'un côté du spectre la sexualité, des personnes qui sont strictement hétérosexuelles, des personnes sur l'autre extrémité qui sont strictement homosexuelles, des personnes entre les deux. Et il faut savoir aussi que l'orientation sexuelle, comme l'identité de genre, ça peut changer au travers du temps. Ça peut évoluer. Donc, c'est là que j'aime beaucoup parler de fluidité, hein. L'orientation sexuelle, c'est comme les goûts, ça peut changer dans la vie. C'est des choses qui sont normales. Il y a des personnes pour qui ça ne change jamais au cours de la vie. Il y a d'autres personnes pour qui ça va évoluer. Le consentement. Le consentement sexuel, c'est le fait de donner son accord à un ou une partenaire pour des activités sexuelles. Puis c'est un des aspects les plus importants dans les relations, qu'elles soient sexuelles ou romantiques, en fait, hein, puisque ça permet de maintenir un équilibre entre les souhaits des partenaires et les respects, des limites de chacun et de chacune. Puis pour que le consentement soit valide, et dans n'importe quel contexte, il faut respecter les quatre critères suivants. Donc, il doit être libre, donc avoir la possibilité d'accepter ou de refuser ce qui va se passer. Si je donne l'exemple d'un baiser sur la bouche, par exemple, par surprise, un baiser sur la bouche par surprise, ça respecte pas le consentement libre parce que j'ai pas eu le temps de dire si ça me tentait ou si ça me tentait pas. Le consentement, il doit être aussi éclairé. Je sais à quoi m'attendre. Je sais à quoi je dis oui parce qu'on en aura parlé avant de commencer, parce que j'aurais mis mes limites. Puis encore une fois, quand on reprend l'exemple du baiser sur la bouche par surprise, ben, je ne sais pas ce qui va se passer, donc je ne sais pas à quoi je dis oui. Le consentement doit aussi être enthousiaste, pardon. Parce que si je me force à embrasser quelqu'un, à une caresse, à une relation sexuelle, mais c'est pas valide. C'est vraiment de montrer, de démontrer son envie. Et le consentement doit être continu, donc vérifier à plusieurs moments que ma partenaire est correct. De dire est-ce que tu es correct? Est-ce que c'est correct si je fais ça? Est-ce qu'on passe à cette étape-là? Et c'est aussi important pour moi de souligner que à n'importe quel moment de la relation, c'est possible de dire non, c'est possible de dire stop. Puis ça, je pense que c'est des notions qui sont extrêmement importantes, surtout quand on parle de sexualité, de situation de handicap, parce qu'on peut avoir l'impression que les personnes n'ont pas la capacité de dire non ou oui à certains moments et de ne pas prendre les bonnes décisions. Fait que des fois, d'expliquer le principe du consentement avec les quatre points que je viens de préciser, ça aide beaucoup. Le plaisir. Euh, Comme j'ai dit, le plaisir, c'est toujours un sujet que je trouve important à aborder parce que euh, c'est, c'est la raison principale pourquoi les humains, les gens, s'engagent dans des relations sexuelles. Puis le plaisir, j'aime aussi souligner qu'il doit être quand même exercé dans un contexte de non-discrimination, d'autonomie, d'intégrité corporelle, parce que si le plaisir euh, n'est ne répond pas à ces critères-là, en fait, ben là, on va aller jouer sur les critères du consentement. Puis s'il n'y a pas de consentement, ça veut dire qu'il y a agression sexuelle. Puis,
faut savoir que les expériences du plaisir sexuel humain, ben, elles sont diverses. Elles sont positives pour les personnes tant qu'elles sont pas, tant qu'elles violent pas les droits humains. Puis il y a plusieurs facteurs qui pourraient permettre de contribuer au plaisir, dans la santé sexuelle et dans le bien-être. Justement, l'autodétermination, j'en parlais tantôt, hein, le fait de construire sa vie en fonction de ses envies et de ses valeurs, d'avoir toutes les informations possibles pour prendre la décision la plus éclairée face pour sa santé sexuelle. Le consentement, évidemment, hein, libre, éclairé, enthousiaste et continu. La sécurité, la vie privée, donc ça veut dire de pouvoir s'épanouir dans sa sexualité sans avoir peur que notre sécurité ou notre vie privée va être violée. La confiance en soi aussi, ça joue beaucoup, l'image de soi, la capacité de communiquer et de négocier ses relations sexuelles qui sont aussi un facteur déterminant pour le plaisir et le bien-être sexuel. Puis là, je fais toujours un petit état des lieux, disons un petit arrêt sur les jouets sexuels parce que ça peut être des outils intéressants pour pallier à des limitations motrices, pour explorer sa sexualité seul ou avec un ou une partenaire. Mais les défis, c'est vraiment de trouver ce qui convient aux besoins. Souvent, en fait, il faut aller dépasser la gêne d'en acheter. Puis pour ça, il y a plusieurs possibilités. Déjà, avoir connaissance de son propre corps, donc de savoir quelles sont mes capacités en termes de préhension, quelles sont mes capacités en termes de me tenir dans telle ou telle position, etc. Tout ça, ça va permettre d'orienter le choix pour un jouet sexuel. De faire des recherches, c'est sûr, hein, des vidéos, des sites spécialisés, de se rendre dans un magasin de vente de jouets, souvent, ça aide vraiment beaucoup plus parce que les personnes qui sont à la vente, les vendeurs, vendeuses, vont pouvoir répondre aux questions de manière beaucoup plus facile. Mais je sais que c'est pas toujours facile de se rendre dans un magasin, donc ça peut être assez intimidant. Donc, commander en ligne, c'est aussi une option. Puis, je sais aussi que les jouets sexuels, ça peut être à des prix assez... ben, ça peut coûter cher, mais en général, si vous regardez sur des sites canadiens, si vous regardez sur des sites même québécois, il y en existe, ça vous permet de vous assurer au moins d'avoir des jouets de qualité. Il y a souvent une explication de comme est-ce qu'on peut les utiliser dans l'eau, est-ce qu'on peut les nettoyer, etc. Donc ça, c'est aussi le maintien de ces jouets-là au niveau du nettoyage qui est important. Et puis là, la question donc plus précise du pourquoi vous êtes venu participer à cette conférence aujourd'hui. Donc, comment accompagner votre proche en situation de handicap? Donc, déjà de respecter son désir d'intimité, parce que l'intimité, c'est ce qu'il y a de plus personnel, donc personne ne devrait s'emparer. Et puis, ça permet au sujet, à la personne d'être libre. L'intimité, elle s'exprime dans 4 domaines en général. Donc, ce qui est personnel au niveau des pensées, des affects, mais aussi la relation à son propre corps, à l'espace personnel aussi, d'avoir un espace dans lequel une chambre, un endroit où la personne peut être seule, peut décider en fait un espace fermé en fait. Parce que souvent on peut, en tout cas ce que j'entends beaucoup chez les personnes en situation de handicap, c'est le fait que il y a soit du personnel ou soit des personnes proches qui peuvent comme toquer à la porte, mais entrer sans attendre de savoir si on peut rentrer ou pas. Donc ça permet de respecter cet espace personnel, ça permet justement de respecter l'intimité de la personne. Puis évidemment, hein, certaines relations avec autrui. De travailler sur l'identification des émotions, ça peut aussi aider beaucoup.
parce que c'est un mode de communication qui permet de partager aux autres ses désirs, ses besoins. Puis lorsqu'une une émotion, elle est bloquée, lorsqu'elle n'est pas bien perçue ou qu'elle s'exprime mal, mais c'est là qu'il peut y avoir comme une perturbation dans la relation. Puis les sentiments qui parviennent pas à se partager. En général, les émotions, elles répondent à trois critères. Il y a un déclenchement rapide qui est lié à un événement spécifique. Elles sont d'une durée limitée et en fait se surviennent de manière involontaire, donc échappent à la maîtrise. On reconnaît une émotion grâce à l'expérience, évidemment, hein, à ce qu'on a déjà vu, ressenti, ou alors comme on nous l'a décrit. Puis les personnes en situation de handicap peuvent avoir de la difficulté à reconnaître leurs propres émotions, par conséquent, l'émotion ou alors l'émotion des autres. Puis dans ce cas, c'est vraiment utile de mettre des mots sur ce qu'on suppose être. Ah, il me semble que cette situation, ça provoque telle chose chez toi. Euh, Ça peut être nécessaire aussi dans certaines situations de mettre des mots sur son propre ressenti. Ah, j'ai ressenti que ton attitude ou tes gestes ou tes paroles, ça, ça a créé telle émotion, ça m'a fait rougir, par exemple. Donc, c'est ça. De parler des émotions et puis aussi le fait que culturellement, on a appris ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec les émotions, donc les exprimer, les taire, les cacher. Dans certains lieux, ben, il y a certaines personnes qui peuvent avoir de la difficulté à les décrypter. Puis il y a cinq principales émotions. La joie qui apparaît évidemment euh, pour satisfaire un besoin d'épanouissement, le désir qui est euh, une émotion qui anticipe de manière positive un projet ou quelque chose qui s'en vient. La colère qui répond à la frustration et l'impuissance. Puis ça va plus se réveiller comme de l'agressivité ou de la combativité. La tristesse qui va s'exprimer en lien, quand un lien se distend, elle provoque un comportement de repli sur soi. Et la peur qui montre une limite dans nos compétences, par exemple. Elle nécessite de prendre du recul et de la gestion du stress. Et puis, ça permet d'anticiper en général. C'est ça. Une autre, un autre conseil que j'aime beaucoup donner, c'est le fait de s'informer. Écouter des émissions de balado, faire des lectures, lire des articles sur le sujet qui vous intéresse, vous rendre à des conférences comme aujourd'hui. Et le fait et écouter ces podcasts, écouter ces émissions ou lire le livre avec votre proche, ça va permettre aussi de chacun avoir le même vocabulaire. Vous pouvez aussi joindre un ou une sexologue, évidemment, pour vous accompagner. Euh, et puis, j'ai quelques guides dans les prochaines diapositives. Pour ce qui est des sexologues, suivant dans quelle région vous êtes, ou si vous voulez avoir des rendez-vous en ligne, en fait, vous pouvez aller tout simplement sur le site de l'OPSQ, de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Puis là, vous pouvez cliquer sur trouver mon sexologue, trouver un sexologue, je pense pour faire une recherche en fait ça peut être par thématique, ça peut être même par langue, ça peut être par genre. Euh, il y a beaucoup de critères de recherche qui peuvent influencer. Donc oui, quelques suggestions dans les prochaines diapositives. Donc évidemment, hein, le guide du SIVA que je recommande 100 fois et qui est, comme Chloé l'a dit, maintenant disponible aussi sur Spotify avec une version audio. Il y a aussi le guide de santé sexuelle et situations de handicap, un guide pour lever les tabous de la FQPN. En fait, c'est pas les trois sexes, mais c'est bien la FQPN qui a créé ce guide-là il y a quelques années. Ici, vous avez aussi le dictionnaire tout nu, un dictionnaire bienveillant de la sexualité de Myriam Daguzan-Bernier. Donc, c'est un livre qui est quand même vraiment intéressant parce qu'il va fonctionner exactement comme un dictionnaire en ordre alphabétique pour justement aborder toutes les thématiques autour de la sexualité. Il est
très, très accessible et très facile à lire et très interactif. Les dessins sont super sympas. Un autre livre que j'aime aussi beaucoup recommander, c'est le livre Jouissance Club de June Pla. En fait, c'est une donc cartographie du plaisir. C'est un livre, en fait, c'est vraiment c'est pas du tout le même genre de livre que Tout nu, par exemple. C'est vraiment plus un livre avec des dessins, on le voit un peu déjà sur la couverture, en fait, avec des dessins très explicites de la manière d'atteindre du plaisir. En fait, c'est une personne, je pense, sur Instagram qui avait commencé à récolter des témoignages, ça fait plusieurs années de ça, sur la façon dont les gens ont du plaisir dans leur sexualité. Et la personne en a fait des illustrations. D'ailleurs, je pense que le compte Instagram existe toujours, donc ça s'appelle Jouissance Club. Et il y a des fois des schémas, etc., qui peuvent être vraiment intéressants. Puis je pense que ça peut permettre aux personnes euh, d'explorer différentes façons d'avoir du plaisir. Donc, ce que je disais tantôt par rapport au plaisir, donc c'est d'apprendre à connaître son corps, puis des fois, comme d'aller trouver de l'inspiration dans un livre, ça peut aussi aider. Dans la revue numéro 2, Les sexualités oubliées de l'étroit sexe, il y a tout un dossier sur sexualité et handicap. Donc, il y a des témoignages, il y a un Kama Sutra illustré et plein d'autres articles très intéressants. Ça a été fait, c'est sorti en 2021 ou 22, si je ne me trompe pas. Donc, c'est encore pas mal à jour. Et il y a d'autres sujets dans ce même, dans cette revue-là. Pardon. Le balado Au coin du brasier, qui est un balado féministe et qui se veut accessible, inclusif et décomplexé. Donc ça, c'est un balado que j'ai développé, qui est sorti en fait en 2022, en hiver 2022, la première saison, qui aborde les relations polyamoureuses, qui aborde par exemple, un témoignage d'une femme qui explique sa relation avec son copain, elle qui a un handicap et son copain qui en a pas. Il y a, en fait, tous les épisodes sont des témoignages de personnes qui parlent de leur réalité en tant que personnes en situation de handicap euh, au travers du sujet de la sexualité. Puis là, je fais un petit spoiler alerte, mais la deuxième saison va s'en venir bientôt. Elle est déjà enregistrée et la campagne de communication va démarrer tout bientôt, tout bientôt. Donc, vous pouvez rester à l'affût si jamais. Ah, le balado se trouve sur Spotify, sur YouTube, sur Balado Québec aussi. Donc, c'est ça. Par rapport au dating et les rencontres en ligne, ça c'est toujours un sujet aussi qui est intéressant à aborder parce que, en fait, dû à la discrimination des personnes en situation de handicap, donc le capacitisme, dans le domaine de la sexualité, ben, le sujet des rencontres amoureuses ou sexuelles, le dating, ça peut représenter des enjeux d'accessibilité pour plusieurs raisons. Une des raisons, en fait, ça peut être justement la présomption de la sexualité, L apostrophe asexualité, des personnes en situation de handicap. Ça, c'est souvent un obstacle dans la recherche de partenaires amoureux sexuels parce que la sexualité puis l'intimité sont pas vus comme des besoins primaires à combler par les professionnels de la santé en général ou même comme ça peut être difficile aussi d'imaginer son proche avoir des besoins en termes de sexualité. Euh, donc c'est ça. Puis il y a aussi le fait que, comme je l'ai dit tantôt, on parle euh, il peut y avoir comme la peur de la fraude amoureuse, qui est une réalité présente pour toutes les populations, hein, évidemment, grâce aux technologies. Mais pour de nombreuses personnes en situation de handicap, en fait, il peut s'agir d'une peur vraiment concrète de se faire avoir, entre guillemets. Mais il y a plusieurs stratégies à mettre en place pour prévenir ces risques. C'est ça. Et puis, il y a aussi qui peut représenter un enjeu, c'est de révéler une situation de handicap dans le cadre de rencontres en ligne. Ben ça peut être un obstacle par peur de la réaction des autres.
Donc, je vais d'abord aller sur comme parler de la situation de handicap, révéler la situation de handicap, puis ensuite je vais aller parler de la fraude amoureuse. En fait, de révéler la situation de handicap, donc de dire à un ou à un inconnu qu'on est en situation de handicap sur un site de rencontre, ben, ça peut faire peur. La peur, c'est vraiment de vivre un rejet. Puis c'est normal d'avoir peur, puis de pas savoir aussi quand ou comment on va le révéler. Euh, puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place. Par exemple, utiliser un site de rencontre ou une application spécialisée. De ce que je connais, ben, je sais qu'il y a Nolu, mais il y a aussi un autre site qui s'appelle Rencontre adaptée. Mais là, tout d'un coup, il me semble qu'ils ont changé de nom, donc il faudrait juste regarder ça. Euh, Mettre une photo où on voit le handicap, ou bien même dans la description. Il y a aussi l'option d'en parler dans la conversation, et puis le dire aussi lors de la rencontre. Toutes ces options, elles sont valides. Il y a malheureusement pas de recette miracle. Puis c'est à la personne de trouver ce qui lui convient dans la mesure où ben, chacun a une situation différente. Certaines personnes, elles vont préférer aller sur un site internet spécialisé parce que les personnes qui sont inscrites sont plus sensibles aux enjeux que peuvent vivre les personnes en situation de handicap. Ou même de dater une personne qui est en situation de handicap aussi, ça peut être des fois plus facile ou pas. Ça, vraiment, ça dépend des personnes. Il y a d'autres personnes qui préfèrent aller sur des sites et des applications comme grand public, on va dire ça comme ça, pour avoir accès à un plus grand bassin, tu sais, comme Tinder, Bumble, Hinge et tout ça. Mais encore une fois, la meilleure méthode, c'est toujours comme la méthode avec laquelle la personne se sent le plus à l'aise. Puis avoir conscience de ses limites, ça aidera vraiment à naviguer dans le monde des rencontres amoureuses. Au niveau de la fraude amoureuse, donc qu'est-ce que c'est? En fait, une fraude amoureuse, c'est un fraudeur qui entre en contact avec sa victime grâce aux médias sociaux ou un site de rencontre. Il va établir un lien de confiance avec elle, puis lui dévoiler des sentiments amoureux assez rapidement. Une fois que la relation virtuelle elle est établie, il va prétexter des problèmes financiers afin d'inciter la victime à lui envoyer de l'argent. Parce que c'est toujours ça. Je ne sais pas si vous avez vu récemment sur les réseaux sociaux, il y a eu comme tout une fraude qui a été faite grâce à une intelligence artificielle où c'était Brad Pitt qui contactait des victimes en fait pour dire que ils étaient en relation et tout ça. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions face à ça parce que il y a plein de gens qui se sont dit comment ça se fait que les gens se sont laissés avoir par cette fraude. Mais il faut savoir aussi que actuellement, les intelligences artificielles sont capables de comme créer une image d'une personne qui parle, d'une vidéo, etc. Donc, il faut être encore plus vigilant et vigilante. Au moment où une personne va commencer à demander de l'argent, c'est là qu'il faut se méfier. La fraude amoureuse, c'est une violence psychologique, hein. Dans les premiers échanges, on le voit, la personne, elle pose beaucoup de questions, des questions personnelles, afin d'obtenir le plus de renseignements sur la personne victime et sa famille. Il peut y avoir aussi ce sentiment d'un amour déçu. Les personnes qui, qui commettent ces crimes, bah, ils utilisent le langage de l'amour comme arme, hein, et puis ils disent exactement à la victime ce qu'elle veut entendre. Puis ça, c'est de la manipulation. Un autre point, c'est que c'est l'utilisation d'Internet, hein, qui est toujours le facteur commun. Les auteurs utilisent les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les sites aussi de jeux en ligne pour trouver leurs victimes et ils demandent à la victime de garder leur relation secrète pour les isoler. Donc, comment la reconnaître, une fraude amoureuse? Ça se produit, comme j'ai dit, sur un site Internet, une application de rencontre ou un réseau social comme Facebook. Aucune rencontre par caméra ou en personne n'est possible, mais là encore, je vous amène avec l'exemple de Brad Pitt que j'ai dit tantôt, où les personnes qui ont été victimes de cette fraude recevaient des vidéos et des photos qui ont été faites par l'intelligence artificielle. L'amoureux, l'amoureuse virtuelle, donc le fraudeur, vit à l'extérieur de la province ou à l'étranger.
Puis tout d'un coup, il y a un événement hors du commun qui arrive. Donc un accident, une maladie d'un proche, des frais de voyage pour se rencontrer ou des démêlés avec la justice, etc., etc. Puis c'est là que les demandes d'argent débutent. Puis ça commence toujours par des petites sommes, mais ça va être de plus en plus importante au fil du temps. Puis comment se protéger d'une fraude amoureuse? Bah déjà, ne jamais donner de renseignements personnels par téléphone, par courriel ou par texto. Donc les informations personnelles, hein, votre numéro d'assurance sociale, les numéros de carte de crédit, etc. N'hésitez pas à dire non. Bah, en fait, la personne, si ça lui arrive, ne pas hésiter à dire non à une personne qui presse de donner rapidement des informations ou d'acheter un produit même. Ne jamais ouvrir une pièce jointe ou ne pas cliquer sur un lien dans un contenu, dans un courriel ou d'un texto non sollicité. C'est spam de messages, oh, vous avez un colis qui attend, etc. Ça, c'est comme de la fraude aussi. Vérifier souvent les informations dans les dossiers en ligne, notamment sur l'Agence du Revenu Canada, pour être sûr que comme personne a présenté une demande en votre nom. Changer régulièrement les mots de passe, s'assurer qu'ils soient robustes, puis installer des logiciels anti-espionnage sur l'ordinateur. On arrive déjà à la conclusion. Donc, c'est ça. Pour conclure, donc, souligner que la sexualité, ben, c'est un aspect central de l'être humain, puis de tout au long de sa vie. Il s'agit d'un besoin important, primaire, je dirais, puis qu'il faut prendre en considération, avec ou sans handicap. Avoir une sexualité épanouie, ça ne veut pas dire ne pas avoir de handicap, ça, c'est plutôt de trouver ce qui fonctionne le mieux grâce à des explorations. Le capacitisme, ça peut mettre des obstacles dans l'épanouissement sexuel, hein, comme on a vu dans le dating ou dans avoir accès à comme un épanouissement sexuel. Mais d'en avoir conscience, puis d'en parler autour de soi, c'est déjà un premier pas pour l'éliminer. Le plaisir sexuel, le plaisir, en fait, c'est pas quelque chose qui est identique à chaque personne. Puis ça, c'est vraiment important pour moi de le mentionner. Puis c'est vraiment à travers l'exploration que ça sera possible d'affiner ses envies, de répondre à ses besoins, seul ou avec un ou des partenaires. Un ou une ou des partenaires, c'est ça. Donc c'est au travers de la masturbation, ça c'est un bon moyen de s'explorer, de découvrir ce qui nous fait du bien. Puis là encore, avec des personnes qui ont des limitations fonctionnelles, je vais euh, encourager à faire des explorations avec peut-être des jouets sexuels qui peuvent fonctionner pour les personnes. Et puis le consentement, évidemment, hein, qui est une notion clé dans toutes les relations, une composante importante du plaisir partagé. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vais laisser mes coordonnées à l'écran un petit moment pour que si jamais vous avez besoin de les prendre, vous pouvez m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de répondre toujours. Et puis, je vais être à votre écoute pour des questions.